Est-ce que tu as peur de la mort? Entre le XVIe et le début du XXe siècle, les artistes utilisaient des momies broyées comme pigment de peinture. Le pigment s'appelait mummy brown. On peut citer le célèbre peintre Eugène Delacroix qui l'utilisa pour ses travaux. Cependant, certains artistes n'avaient pas connaissance de l'origine du pigment avec lequel ils peignaient. Lorsque l'artiste Edward Burne-Jones l'a découvert, il organisait un petit enterrement pour un tube de peinture dans son jardin. Au XVIIe siècle, les gens croyaient que le sang des personnes venant d'être exécutées était un tonique pour la santé, et ils allaient même jusqu'à payer les bourreaux pour le boire chaud. Les médecins et les patients croyaient que les ingrédients obtenus à partir de cadavres étaient plus puissants si ceux-ci étaient morts violemment. Dans les années 1650, on pensait que boire le sang frais et chaud d'une personne défunte récemment guérissait de l'épilepsie. On recommandait même du sang séché et en poudre pour les saignements de nez. On allait même jusqu'à le saupoudrer sur les plaies pour arrêter le saignement. Et attention, si le sang frais ou en poudre ne vous plaisait pas, vous pouviez suivre la recette de confiture de sang donnée par un pharmacien en 1679. L'idée selon laquelle les tombes doivent avoir une profondeur de 6 pieds, soit environ 2 mètres, vient d'une épidémie de peste de 1665 en Angleterre, lorsque le maire de Londres a décrété la profondeur d'enfouissement pour limiter la propagation des maladies. En 2021, le premier centre de compost humain, Recompose, va ouvrir dans l'État de Washington. En mai 2019, le Parlement local a adopté la loi autorisant la réduction organique naturelle. Alors pourquoi cette alternative? Parce que les méthodes d'inhumation classiques ne sont pas écologiques et que ça prend moins de place d'avoir son corps sous forme de compost. Recompose promet de transformer le corps du défunt en terreau organique en seulement 30 jours. Il fonctionne de la manière suivante: il dispose le corps dans un berceau entouré de copeaux de bois, de luzerne et de paille. Le berceau est ensuite placé dans un récipient de la marque de l'entreprise et recouvert d'autres matières végétales. Les microbes s'occupent de décomposer l'ensemble, ce qui crée un sol riche en nutriments. Après les 30 jours, la famille pourrait disposer d'environ 0,7 m3 de terreau pour 5500 $. On estime que 200 corps humains sont éparpillés sur le mont Everest. Il n'est pas rare de découvrir des restes humains exposés dans les hautes montagnes terrestres. Et de toutes les montagnes où des alpinistes ont perdu la vie, l'Everest est probablement celle qui présente le plus grand risque de rencontrer des corps, simplement parce qu'il y en a beaucoup. Le ramassage du corps dépend des souhaits du défunt et de sa famille, et du lieu de la mort. Certains prennent des dispositions pour que leur corps soit rendu à leur famille, si possible. Cependant, la restitution coûte des milliers de dollars et nécessite l'effort de 6 à 8 Sherpas, ce qui peut mettre la vie de ces hommes en danger. Un cadavre qui pèse normalement 80 kg peut peser 150 kg lorsqu'il est congelé et déterré avec la glace qui l'entoure. Mais en général, les alpinistes qui meurent en montagne souhaitent y rester, une tradition datant d'il y a plus d'un siècle. Les chances d'être tué lors d'une soirée en boîte sont plus importantes que lors d'un saut en parachute. Une étude montre que les gens ont une chance sur 100 000 de mourir en assistant à une soirée. Une autre étude montre que la probabilité de mourir en faisant du parachutisme aux États-Unis est de 1 sur 101 083 sauts. Aux États-Unis, vous pouvez être déclaré mort dans certains États, mais considéré comme vivant dans d'autres. C'est parce que New York et le New Jersey permettent aux familles de rejeter le concept de mort cérébrale, si cela va à l'encontre de leurs croyances religieuses. Les personnes souffrant de lésions cérébrales graves et irréversibles sont entre la vie et la mort. Nombre d'entre elles se trouvent dans des unités de soins intensifs où des ventilateurs les aident à respirer, mais comme elles ont des réflexes ou des mouvements minimaux, elles sont considérées comme vivantes surtout par leur famille. Les tourbières, qui sont des zones humides dont le sol est constitué de tourbes, ont des conditions atmosphériques propices à la longue préservation des corps. La basse température, la faible teneur en oxygène et l'acidité de ces milieux ont permis de conserver pendant des siècles l'homme de Toulund, de l'âge de fer, au Danemark. Lorsque son corps a été découvert en 1950, il avait l'air si frais que les personnes l'ayant trouvé pensaient avoir découvert une victime d'un meurtre récent. À l'époque victorienne, en Europe et aux États-Unis, la téphéphobie, la peur d'être enterré vivant, était très répandue.
Les gens étaient terrifiés par l'incapacité des médecins à faire la différence entre la mort et la léthargie qui pouvaient priver les patients de signes de vie perceptibles. On a donc créé des cercueils de sécurité équipés de cloches, de drapeaux et d'un système d'aération d'urgence pour éviter d'enterrer des personnes encore vivantes. Alors comment fonctionnaient ces cercueils? Au niveau du sol, au sommet de la tombe, se trouvait un conteneur en fer à ressort, relié à l'intérieur du cercueil par un tube en fer. À l'extrémité inférieure du tube, une boule de verre pendait sur la poitrine de l'inhumé, de sorte que tout léger mouvement corporel qu'il a déplacé libérerait le ressort. Le récipient s'ouvrait alors, laissant passer l'air et la lumière dans le cercueil. Pour attirer tous les habitants, la boîte contenait même une cloche qui sonnait très fort, et un drapeau fixé à son couvercle qui s'élevait d'1 mètre de haut. Certains rapports ajoutent que la boîte contenait également une lampe électrique qui brûlait pour fournir de la lumière après le coucher du soleil. Et si aucune de ces astuces ne suffisait, toute personne enterrée vivante, en supposant qu'elle soit complètement éveillée, pouvait crier à l'aide par le tube.